Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présents pour cette séance inaugurale. D'inaugurale puisque c'est la première fois qu'on fait cette nouvelle forme de conseil de quartier. On va vous présenter tout ça dans 2 minutes. Je vous salue évidemment ceux qui sont présents dans la salle et je salue également ceux qui sont avec nous via les réseaux sociaux puisque l'ensemble est filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui permet évidemment de démultiplier le nombre de personnes qui peuvent nous suivre. Peut-être un petit mot d'accueil pour vous dire qu'on a quelque part profité de l'interruption de nos conseils de quartier dans leur format traditionnel, lié évidemment à la pandémie de Covid, pour les repenser, pour les imaginer de façon un peu différente, pour les rendre peut-être plus dynamiques, plus performants, parce que le modèle qui était le nôtre peut-être ronronnait un peu. Mais je vais laisser à Clémence Brémond, qui est donc l'adjointe au maire en charge notamment de la vie associative, de la jeunesse et de la démocratie participative, de vous présenter rapidement ce nouveau format. Et puis ensuite, évidemment, on passera à l'ordre du jour de la soirée. Clémence, à toi la parole. Merci Benoît, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Benoît, nous avons décidé pour cette mandature de mettre la démocratie participative au cœur de nos travaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'une délégation de démocratie participative a été créée. On a décidé de revoir le fonctionnement des conseils de quartier et puis de travailler sur en fait les niveaux de la démocratie participative, à savoir l'information, la consultation de la population, la concertation et le développement de l'intelligence collective. Alors, comment on s'y est pris? On s'est rendu compte en fait que les conseils de quartier, ancienne version qui existait depuis 1995, ne rassemblaient plus trop. Donc, on a réfléchi à différents outils pour mettre en place une nouvelle version de la démocratie participative, en n'oubliant pas évidemment le contact avec la population. On a travaillé en groupe de travail avec l'ensemble des élus. Quand je dis l'ensemble des élus, évidemment également avec l'opposition. Nous avons consulté la population en février 2021. Je viens de lui faire des ratures en fait sur les petits mots qu'elle avait notés pour l'embêter. Non, il m'embête tout le temps. Et puis, suite à cette consultation de la population en février donc 2021, nous avons eu une demande de la population pour une plus grande proximité avec l'ensemble des élus, mais aussi des rendez-vous accessibles depuis chez soi. C'est pour ça que ce soir, on mixe le numérique, mais aussi le présentiel. Le numérique est important, le contact humain l'est tout autant. On va donc mixer les deux. On n'oubliera ni le numérique, ni le contact humain. Donc, on a plusieurs outils qui ont été créés, dont ce nouveau rendez-vous, les rencontres de quartier. L'idée, c'est de faire 4 rendez-vous, 4 rencontres de quartier par an pour couvrir l'ensemble du territoire que nous avons donc découpé en 4. Nous allons donc ce soir dérouler les projets touchant les secteurs centre et les secteurs est, à savoir l'îlot des Savoirs, l'îlot Notre-Dame, la zone 30, les travaux et le quartier Vallée-Saint-Pierre. À chaque fois, nous prendrons le temps de répondre aux questions du public, donc en présentiel, mais aussi des questions sur le live, qui est donc retransmis sur le Facebook de la ville et sur le site de la ville, mais également les questions Facebook. Nous avons eu aussi la possibilité, vous avez eu la possibilité de poser des questions en amont sur une plateforme dédiée, auxquelles nous répondrons ce soir, évidemment. Également, pour nous accompagner dans la salle, nous avons Geoffrey, qui est notre patrouilleur GRC, et qui pourra saisir pendant ou à l'issue de la réunion les demandes particulières ainsi que les questions portant sur les sujets qui ne peuvent pas être abordés ce soir, surtout pour des questions plus individuelles et plus personnelles. Et donc, on va commencer. Alors, on commence tout de suite peut-être pour rappeler un peu la règle du jeu qui est nouvelle. Vous rappelez que traditionnellement, dans nos conseils de quartier, on avait 2 temps dans le conseil de quartier.
un temps où on avait un sujet d'ordre général, on parlait du budget de la ville, ou on parlait de la solidarité sur la ville, ou on parlait de différents sujets de ce type-là, puis ensuite un temps de questions-réponses, où on avait souvent des questions particulières à titre individuel. J'ai un problème de voisinage, j'ai un problème de tel panneau de circulation qui ne va pas devant chez moi, etc. etc., etc. Bon. Ce qu'on a souhaité, et c'est ce que vient d'évoquer Clément, c'est que là, on a préparé un petit ordre du jour, je vais vous le lister rapidement, pour traiter les sujets qui concernent le quartier. Et puis, on a donc, derrière la petite estrade, pas estrade, la petite banque qui est là-bas, on a effectivement donc, un de nos collaborateurs, Geoffrey, qui est là, pour si vous avez toute une série de questions individuelles, vous allez le voir pendant nos échanges, ou après nos échanges, pour effectivement lui signaler ça. C'est l'un des cadres de la GRC, donc la gestion de la relation citoyen. C'est lui qui pourra ensuite effectivement saisir vos questions, les dispatcher dans les services concernés de la ville pour pouvoir vous apporter au plus vite une réponse. Petite précision juste, l'idée ce soir, c'est de ne pas faire un cours magistral. Non. C'est vraiment d'avoir un échange avec la population. Et donc, si vous avez à n'importe quel moment une question, n'hésitez surtout pas à nous interrompre. Ça va de soi. Alors, on va traiter 5 questions rapidement ce soir, enfin rapidement. Voilà. Et on a choisi à dessein, on va dire des questions qui fâchent. Et les questions qui fâchent en ce moment en centre-ville, mon petit doigt me dit que ce sont les travaux. Voilà. Alors certes, il en faut, mais effectivement, ça peut fâcher. Et donc on va ce soir balayer les grands sujets des travaux du centre-ville notamment, à savoir Notre-Dame, à savoir ce qu'on appelle l'îlot des savoirs dans notre jargon à nous, mais c'est la partie Saint-Dominique, rue de la Marne Saint-Dominique, la percée Saint-Dominique. On va parler de la zone 30, puisque vous savez qu'on a installé sur l'ensemble du centre-ville une zone 30. On va parler des travaux du réseau de chaleur en question, qui est ça qui génère le plus de travaux aujourd'hui, et puis on parlera évidemment, avec un focus particulier, de la vallée Saint-Pierre. Pour parler de l'îlot Notre-Dame, je vais demander à Martine Lisola de nous rejoindre ici. Et puis on va vous passer tout de suite une petite vidéo. L'îlot Notre-Dame, peut-être 2 mots d'introduction avant la vidéo. Quelle est notre idée générale ? Notre-Dame est, vous le savez, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une de nos pépites architecturales qui est située en plein centre-ville. Et aujourd'hui, devant Notre-Dame, on a principalement une chose, c'est des bus. Et donc notre projet, c'est de se dire comment on requalifie l'ensemble de ça pour avoir un parvis beaucoup plus large devant Notre-Dame et pour sortir les bus de là où ils sont aujourd'hui, les mettre juste à côté, pas très loin, mais en tout cas pas devant Notre-Dame-en-Vaux. Notre idée étant de se dire il faut redonner à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux tout son lustre, et pour ça il fallait qu'on repense complètement l'ensemble des espaces qui sont devant Notre-Dame-en-Vaux, et c'est ce que Martine va vous présenter tout de suite. Martine, à toi la parole. Alors, Prends ton micro. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, ravi d'être là avec vous. Ce projet Notre-Dame que Monsieur le maire vient de nous présenter globalement, vous le voyez évoluer sous vos yeux chaque jour. D'abord, il y a eu les fouilles archéologiques qui ont d'ailleurs déclenché la curiosité de nos concitoyens et qui ont même fait l'objet de visites contre toute attente. Donc ces fouilles archéologiques qui ont révélé des trésors du passé et notamment des dépouilles qui feront l'objet de recherches de la part de l'INRAP, l'institution chargée des recherches archéologiques. Alors ces fouilles, elles se sont déroulées devant la collégiale depuis le début de l'année. Nous craignions à l'époque, en début d'année, beaucoup de... Comment ça s'appelle ? C'est moi qui te coupe tout de suite. Pardon, oui. On devait d'abord passer la vidéo, D'accord. et ensuite, Oui, ça va. tu repars sur les chiffres. Bon, on se retrouve sur On les fait dans le bon sens, comme ça vous avez la présentation générale du projet, et ensuite on rentre dans quelques détails.
Donc, je retourne sur mes fouilles, décidément. Et j'étais en train de vous dire que j'avais été, comment dirais-je, touchée par l'intérêt de nos concitoyens sur ces fouilles. Et l'intérêt qui a été porté sur ces fouilles, finalement, a permis une forme d'acceptabilité, me semble-t-il, de ces travaux. Alors, ces travaux, où en sont-ils? Vous l'avez constaté, les fouilles sont terminées. Elles ont laissé la place à un parking de 14 places, un parking éphémère. Surtout, ce soir, c'est l'occasion, monsieur le maire, de dire que, bien évidemment, l'aménagement des alentours des environs de Notre-Dame, c'est pas pour faire ce parking qu'on peut qualifier quand même d'assez moche. Alors, ces travaux sont terminés, mais assez moche mais pratique. Ces travaux sont terminés, les interventions sur les réseaux d'assainissement et d'eau potable se poursuivent dans le cadre des travaux de Notre-Dame et doivent se terminer avant la fin de l'année. Côté place Monseigneur Tissier, devant Monsieur Vacher et Monsieur Feck, et côté après, la dernière tranche, c'est côté lycée. C'est au début de l'année 2022 que commenceront ce qu'on appelle les travaux de surface, puisque les travaux de assainissement et de voirie étaient des travaux préalablement aux travaux de surface. Et les travaux de surface donc vont commencer en 2022. Si on avait vu la vidéo, on aurait peut-être pu effectivement constater l'évolution de ces travaux et du projet. Les installations que vous voyez aujourd'hui donc sur la place, comme par exemple le parking créé, comme je disais tout à l'heure, sont véritablement provisoires et ne font évidemment absolument pas partie du projet fini. Alors, le projet qui concerne plus de 22 000 mètres carrés d'espace, on travaille sur un espace de 22 000 mètres carrés. Je ne sais pas si vous imaginez d'espace urbain. Eh bien, on va relier la collégiale au centre-ville. Ce projet, il permet cela. Il met en valeur notre patrimoine et il améliore la mobilité, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le maire, s'agissant de l'aménagement des espaces pour les bus. Ce projet implique donc plusieurs points. Premièrement, le réaménagement des arbres de la collégiale. On vient d'en parler, la mise en valeur du jardin du cloître, l'inversion de l'entrée du musée, la mise en valeur de l'eau par le biais de la réalisation de 3 fontaines, place Monseigneur Tissier, derrière la collégiale, et il y aura un petit canaletto qui va être réalisé devant la collégiale, n'est-ce pas, et qui sera une zone de déambulation pour la population, et un filet d'eau qui sera mis aussi en place au-dessus du mot, et il y aura, in fine, un réaménagement du parvis avec plus d'espace piéton, plus de mobilité active. Alors, en quelques chiffres, si vous le permettez, monsieur le maire, nous triplons les mètres carrés d'espace vert, en passant de 77 arbres actuellement sur la fameuse emprise, on passe à 150 arbres qui seront en taille réelle, c'est-à-dire que on va planter déjà des espèces qui sont déjà très très élevées. Ça coupera l'idée qu'on pourrait avoir qu'un espace minéral. Non, on aura un espace minéral ornementé d'un espace végétal, et il faut attendre à ce projet soit finalisé en 2023. On retient 2022, c'est les travaux de surface. 2021, c'était les travaux sous terre, j'oserais dire, et 2022, ce sera de surface pour terminer en 2023. Donc, il faudra être encore un peu patient au niveau des perturbations de circulation. Et vous pouvez d'ailleurs suivre en direct la cartographie des travaux de l'île Notre-Dame sur le site de la ville Internet, avec notamment toutes les informations concernant les positionnements des arrêts de bus ou les zones de travaux. Et si vous me le permettez, monsieur le maire, je voudrais, en tant qu'adjointe en charge du centre-ville, remercier et complimenter tous les partenaires au projet, et notamment nos collaborateurs qui ont fait le maximum, me semble-t-il, pour réduire les perturbations pour nos concitoyens en centre-ville. Et quand on voit le marché, par exemple, couvert, monsieur le maire, n'a pas du tout été impacté en termes de fonctionnement par rapport aux travaux qui sont quand même à proximité. Donc, de tout cela, me semble-t-il, nous pouvons nous en féliciter. Et je le répète, l'objectif de ce projet, c'est magnifier Notre-Dame, mais c'est aussi réintégrer un bout de ville dans le centre-ville et créer du qualitatif. Voilà, monsieur le maire, ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors, on a pu, je pense, vous présenter le film pendant que Martine, donc ça permet de visualiser un peu plus ce qu'on souhaite faire dans le cadre de ce projet très important pour le centre-ville. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On reprend Tissier,
on reprend l'espace qui est devant Notre-Dame-aux-Vaux et on tourne autour de Notre-Dame-aux-Vaux le quai et la petite placette qui est derrière. Et c'est l'ensemble de cet espace public qu'on en reprend complètement pour lui donner une autre vie, en magnifiant la présence de l'eau, en faisant un clin d'œil à nos amis du cirque avec un filet qui fait penser un peu à des agrès du cirque, et puis surtout en végétalisant de façon massive l'ensemble des espaces devant Notre-Dame-aux-Vaux, pour que de Notre-Dame-aux-Vaux, on ait en gros une priorité aux piétons avant les voitures et les bus. Et les bus, on les met à proximité immédiate, au début de Léon Bourgeois, au début de Grande Étape, et puis devant les boutiques que tu as évoquées tout à l'heure, pour les mettre à proximité immédiate, évidemment, de la place Tissier, à proximité immédiate de leur localisation actuelle, mais plus juste devant Notre-Dame-aux-Vaux. Voilà, c'est ça le principe. Alors évidemment, tout ça, ça génère des travaux, donc ça génère mécaniquement des nuisances, notamment de circulation. Malheureusement, on fait avec. Il n'y a pas de travaux sans nuisance, donc il faut faire avec. Il faut passer malheureusement ce cap-là. Et d'ici 2 ans, on aura effectivement terminé l'ensemble et ça ira beaucoup mieux. En tout cas, on l'espère. Est-ce que sur ce projet de Notre-Dame-aux-Vaux, vous avez des remarques, des interrogations, des questions, que ce soit en ligne d'ailleurs ou dans la salle? Ou est-ce qu'il y en avait qui étaient posées avant? Il y en avait qui Madame. étaient posées avant. Oui, alors pardon, il faut parler dans le micro pour que ceux qui sont en ligne puissent entendre votre question avant qu'on vous fasse la réponse. Allez-y, madame. Alors, monsieur le maire, je suis une pratiquante de la bicyclette et ça fait 1 an et demi que je suis sur Châlons et c'est très dangereux d'aller au centre-ville avec sa bicyclette et je voulais savoir si le nouveau projet incluait bien la sécurité des cyclistes aussi bien que celle des piétons et des automobilistes. Ça marche. Je vous propose qu'on prenne la deuxième question en même temps. C'est vu, madame? Bonsoir, c'était par rapport à la statue de Jean Talon. Je ne la vois pas trop sur le plan. D'accord. Les questions qui étaient posées par avant, il y en avait? Il y en a. Tu les fait, du coup? Alors, on avait une question de Chantal, mais tu as répondu, Benoît, en exposant le projet. On a une question de Denis. Enlever les bus pour mettre un parking moche. C'est ça vos grands projets pour relancer le centre-ville? D'accord. Alors, je réponds aux 3 questions, puis évidemment, on se complète les uns les autres. Alors, comme l'a évoqué Martine tout à l'heure, le parking que nous avons mis aujourd'hui devant Notre-Dame-aux-Vaux est un parking transitoire. Transitoire. Ça veut dire qu'il sera supprimé, évidemment, à la fin du projet. Simplement, ce qu'on essaie de faire quand on fait des travaux comme ça, c'est qu'on fait des travaux sur un bout, on supprime des places de parking, on les remet de façon transitoire ailleurs pour essayer d'éviter de supprimer 200 places de parking en même temps pendant toute la période de travaux. On essaie de jouer avec ça. Et donc, je répète bien qu'on enlève les bus, qu'on va créer, comme vous avez pu le voir devant le film, un parking végétalisé, un espace végétalisé, et qu'il n'y aura plus, évidemment, à la fin du projet, lapsus révélateur comme dirait l'autre, qu'il n'y aura plus à la fin du projet le parking effectivement assez moche que nous avons aujourd'hui sur Notre-Dame-aux-Vaux, mais je répète que c'est un parking transitoire. Donc ça, c'est pour répondre à Denis. Oui. Jean Talon, on va le repositionner, évidemment. En fait, on bouge l'ensemble de la place qui est aujourd'hui ce qu'on va appeler la place Jean Talon. On va la bouger, on va la transformer dans les travaux, mais on remettra évidemment la statue Jean Talon, pas exactement à la place actuelle. On fait une discussion d'ailleurs avec celui qui a créé l'œuvre pour que, quand on la bouge, on le fasse avec son accord. C'est normal, bien évidemment, mais la statue Jean Talon restera bien sur le site. Si tu me permets de compléter, cette statue, elle va quitter la végétalisation des buis
qui sont coupées en forme de vagues, et elle va retrouver son entrave dans justement des vagues d'une fontaine, hein, n'est-ce pas, qui sera construite et qui fait partie intégrante du projet. Et comme l'a indiqué Monsieur le maire, bien évidemment, c'est avec l'accord et le conseil de l'artiste que cela va être réalisé. Donc vous aurez désormais, Madame, Jean Talon dans l'eau, conquérant vers le nouveau continent. Voilà, merci. Alors, concernant le vélo, et on prendra d'autres questions dans la foulée, concernant le vélo, effectivement, si vous êtes arrivé à Châlons depuis 18 mois, on a beaucoup de travaux en ce moment, et ça facilite évidemment pas pour les piétons, pour les voitures, pour les bus, et pas plus pour les cyclistes. Ça ne facilite pas évidemment leur transport en ce moment, vous avez pleinement raison. La tradition à Châlons, et ce n'était pas forcément une bonne tradition, la tradition à Châlons, c'était de se dire, quand on refait une rue, on imagine l'aménagement cyclable qui va avec. Mais du coup, ce qu'on a fait, et je l'assume la responsabilité, c'est notamment moi qui ai porté ce qui a été une erreur à l'époque, me semble-t-il, c'est qu'on n'a pas créé de parcours. Et donc, on a saucissonné quelque part les choses. On refaisait telle rue, là, on mettait une piste cyclable, mais si vous avez une piste cyclable pour 200 mètres et qu'ensuite, avant et après, vous n'avez plus rien, ça ne marche pas très bien. Donc, on est en train de repenser le système. C'est l'agglomération qui est en compétence sur les pistes cyclables pour effectivement avoir des circuits qui soient beaucoup plus complets et pour imaginer que tous les points importants du territoire soient reliables. Ça ne veut pas dire qu'on fera toutes les rues, mais pour relier le maximum de points essentiels en pistes cyclables. Donc ça, c'est effectivement en cours, et on a profité quelque part du Covid pour effectivement démultiplier le nombre de points cyclables. C'est ce qui a été fait juste à la fin du Covid. Il y a eu une deuxième séquence qui a été faite, et il y en aura une troisième qui va se préparer pour démultiplier, là encore, le nombre de voies cyclables que l'on puisse emprunter sur la ville. Enfin, la zone 30, qu'on verra dans quelques instants, est aussi une réponse à la sécurité des cyclistes en centre-ville, et c'est la raison pour laquelle on a mis cette zone 30 dans l'ensemble des faubourgs de la ville, pour qu'effectivement, en centre-ville, on soit en zone apaisée, en zone 30, qui, vous le savez, génère des choses très particulières pour les vélos, qui ont le droit de prendre les contresens, etc., etc. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on a 2 questions qui sont tombées sur le Facebook. Je vais condenser une question qui a été posée en amont sur la plateforme et une question Facebook. Donc, nous avons Martine qui nous demande si la réhabilitation de la collégiale était prévue. Et puis, nous avons Tommy sur la plateforme qui nous a demandé ce que les archéologues ont découvert devant Notre-Dame. Alors, il y avait une question aussi. Bonsoir à tous. À propos de la végétalisation, je trouve que c'est une très bonne idée de mettre de la verdure au centre-ville, mais je pense qu'il va être très très précieux de choisir l'essence des arbres qui vont être plantés, parce que ça aussi c'est très important. Merci. Alors, pour essayer de répondre aux différentes questions qui viennent de tomber concernant la collégiale en tant que telle. La collégiale est classée, comme je l'ai évoqué, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette collégiale est aujourd'hui dans un état qui est correct, mais qui n'est pas extraordinaire. Elle n'a pas été ravalée notamment depuis très longtemps. Et notamment, l'État nous a toujours dit, on ne ravalera pas cette collégiale tant qu'il y aura les bus devant, pour une raison très simple, c'est que ce qui noircit l'ensemble des bâtiments publics, ce sont évidemment les gaz d'échappement des voitures, et là, en l'occurrence, des bus. Donc, on va pouvoir se poser la question de la réhabilitation de la collégiale une fois qu'on aura fini les travaux. Comme vous m'avez entendu, et que les mots ont un sens, j'ai dit « on va pouvoir envisager ». Quand je dis « on va pouvoir envisager », ça ne veut pas dire qu'on va faire. Pour une raison très simple, c'est que, je parle sous le contrôle des sachants qui sont au fond de la salle là-bas, il y en a pour 10, 15 millions. Combien? 15? Bon, il y en a pour 15 millions d'euros
à retraiter l'ensemble de Notre-Dame-aux-Vaux. 15 millions d'euros. Pour vous faire une échelle, le budget d'investissement, donc ce que la ville de Châlons peut investir chaque année pour tous les sujets, les routes, l'éclairage public, refaire des écoles, etc., c'est 18 millions par an. Pour refaire la collégiale, il en faut 15. Vous voyez l'échelle de ce que ça représente, c'est évidemment gigantesque. Alors c'est principalement l'État qui porte ce type d'opération-là, mais évidemment, l'État nous demandera de mettre la main à la poche. Donc on pourra se poser la question, mais pour celui qui nous l'a posé en l'occurrence ce soir via Facebook, c'est pas évident que ça se fasse demain matin. Concernant, alors apparemment il faut que je parle plus proche du micro, semble-t-il. Deuxième question concernant Ce que les archéologues ont trouvé. Est-ce que tu as la réponse? Alors, ils ont trouvé à peu près 800, sépultures qui vont donner lieu évidemment à des travaux de recherche et, des travaux d'historiens qui donnera lieu également sans doute à une restitution par les archéologues, et ça pourra faire d'ailleurs l'objet d'une restitution publique dans le cadre de notre démocratie participative. On a une question Facebook et puis après il faudra qu'on passe au sujet suivant pour pouvoir tous les traiter. Nous avons Jean-Claude qui nous demande comment éviter que la population qui zonait à cet endroit ne se réapproprie le lieu. Alors, je vais changer de micro parce que c'est beaucoup mieux avec celui-là qu'avec ce truc. À la condition qu'on m'entende. Bon, voilà. Donc, on n'a pas répondu à la question de la végétalisation. Et donc, sur la végétalisation et les essences d'arbres, j'ai pas la réponse. Et ben moi, je l'ai. Et ben voilà. Et ben donc, réponds. Et donc, les essences choisies sont en local avec des espèces diverses jouant sur divers niveaux et strates avec 3 fois plus de végétalisation, des espèces verts et des massifs arbustifs. Je n'ai pas mes lunettes, je suis désolée. Ces espèces auront un impact positif sur la biodiversité tout en évitant les risques type allergènes et chenilles processionnaires. Donc, pas d'allergènes, 1 et 2, des essences locales. J'imagine que le monsieur lève la main pour rebondir sur cette question-là. Sachant qu'on n'oublie pas Jean-Claude. Je n'oublie pas Jean-Claude derrière. J'ai rien compris. Les essences, vous ne les avez pas dites. On n'a pas cité effectivement les essences. Ce qu'on vous propose, vu qu'on n'a pas la réponse comme ça des essences en tant que telles, on va essayer de trouver la réponse d'ici la fin de la soirée et on vous répond tout à l'heure. On passe à Jean-Claude. Alors Jean-Claude, qui avait une question comment sur... éviter que la population qui zonait à cet Alors, endroit ne comment se éviter que la population qui zonait se réapproprie l'espace? Les populations qui zonent, pour reprendre l'expression, elles utilisent très souvent des espaces qui sont, non pas à l'abandon, parce que ce n'était pas à l'abandon, mais des espaces qui sont peu qualifiés. Premier point. Deuxième point, à partir du moment où, bien évidemment, nous allons retraiter l'ensemble de ces espaces publics, c'est pour que vous preniez, en gros, en charge, dans votre vie quotidienne, ces espaces publics et que, comme on dit, vous voulez réapproprier. Et puis, troisième élément, le plus important, c'est qu'évidemment, à partir du moment où on requalifie l'ensemble de ces espaces publics, nous donnerons, pour ce qui nous concerne, consigne, notamment à la police municipale, pour être plus présente sur le site. Et c'est en général la présence du bleu qui est l'élément le plus dissuasif pour éviter le zonage qu'on évoquait à l'instant. Voilà sur ce premier sujet qu'on souhaitait évoquer, aborder avec vous ce soir. On va tout de suite passer à un deuxième sujet, celui que j'ai évoqué, qui s'appelle l'îlot des savoirs. Là aussi, on va passer à un film. J'espère qu'il fonctionnera cette fois-ci. Avec l'idée suivante pour l'îlot des savoirs, c'est quoi? Là encore, très schématiquement, très rapidement. Dans l'histoire de Châlons, il y a eu des périodes où on a construit des bâtiments qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Et notamment, c'est le cas de l'ensemble Saint-Dominique, qui est une barre qui part de derrière l'office de tourisme et qui va quasiment jusqu'à la poste. Avec un truc qui est complètement fermé, qu'on ne peut pas traverser. C'est une barrière en plein centre-ville qui a coupé en grande partie en deux le centre-ville
Et si la rue de la Marne, qui était l'artère commerçante par excellence de Châlons, a perdu cette vocation commerciale, c'est probablement à cause de cette barrière qui fait que les accès sur la rue de la Marne, c'est soit quasiment le rond-point de l'hémicycle, soit la place Foch, et entre les deux, d'un côté, on ne peut plus traverser. Et donc ce qu'on a fait, c'est deux choses. La première chose, c'est que sur les 172, si je ne dis pas de bêtises, 172 logements qu'il y avait sur Saint-Dominique, on va en raser, grosso modo, une centaine. C'est déjà très grandement fait. Et on met à la place une école d'ingénieurs nouvelle qui arrive sur Châlons, qui s'appelle l'INEMA. Et les travaux, vous les voyez, sont en cours. Donc on change complètement la destination du quartier. C'était un quartier quasi exclusivement, enfin en fait exclusivement en habitat. Ça devient un quartier principalement d'enseignement supérieur. Et c'est assez logique, puisque c'est juste en face de l'ENSAM. Et puis le deuxième élément essentiel, on perce une rue qui poursuit quelque part Récamier. On perce une rue en cassant en deux l'ensemble de Saint-Dominique pour permettre de passer de la rue de la Marne à la rue Saint-Dominique. Alors c'est compliqué parce que c'est une rue en fort dénivelé, donc c'est pas simple. Et on va évidemment derrière reconstruire un front urbain, c'est-à-dire qu'on aura une rue, mais on va évidemment remettre des immeubles pour border cette rue-là, pour avoir vraiment l'esprit d'une rue, enfin une vraie rue. Et une rue, c'est du bitume au milieu et des immeubles autour. Et ben on va évidemment faire ça pour que l'ensemble soit beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace. Un petit film, normalement. Ce projet de Saint-Dominique, vous l'aurez compris, c'est un projet à 360. Pourquoi? Parce que on veut en faire une véritable porte d'entrée du centre-ville. Monsieur le maire nous a dit que, en effet, on avait cette grande barre qui, quelque part, asphyxiait en quelque sorte le centre-ville. Eh bien, grâce aux travaux que nous avons faits, aux options que nous avons fait immobilières que je vais vous rappeler, eh bien, il y aura maintenant une véritable, comment dirais-je, circulation, un vrai flux entre l'îlot des Savoirs et le reste de la ville. Alors, Saint-Dominique, c'est un projet particulièrement structurant pour le centre-ville et qui poursuit plusieurs objectifs. Vous l'aurez compris, on l'a déjà dit, désenclaver le quartier. Deuxièmement, rompre l'effet barrière dont on parlait à l'instant que constituait ce quartier. Troisièmement, relier le campus au reste de la ville par l'édification d'une nouvelle école supérieure, l'INEMA. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je rencontrais ici même le directeur d'INEMA qui me confiait qu'ils étaient en train d'organiser les déménagements et que dès le mois de février, les étudiants pourraient être installés dans INEMA. Donc c'est pas théorique, c'est réaliste. On est vraiment au matin de cette nouvelle expérience. Ensuite, 4e objectif, favoriser la mixité d'usage et la mixité sociale dans le quartier, notamment par la reconquête de l'habitat tel que vous l'avez décrit tout à l'heure, améliorer évidemment la circulation, notamment avec la création de la voie nouvelle que vous avez vue où il y avait la petite voiture rouge. C'est cette voie nouvelle qui ira de la rue de la Marne jusqu'en bas de la rue Saint-Dominique. Et
Et puis, tout cela contribuera à favoriser la sécurité et la diminution des incivilités dans le quartier, en tout cas nous l'espérons, par justement cette transformation des usages. Hein. Un des objectifs aussi de ce grand projet, c'est transformer les usages pour essayer de les rendre encore plus qualitatifs. Et enfin, le projet vise le développement, on l'a dit, de la formation avec la création de cette nouvelle école INEMA qui placera encore Châlons en termes d'enseignement supérieur dans une meilleure position sur la région Grand Est. Alors, vous voyez là aussi, un peu comme Saint-Dominique, vous voyez le projet évoluer depuis déjà 2 ans. Il a débuté avec des démolitions plutôt impressionnantes et notamment de 3 habitations près du marchand de chaussures, 3 habitations dont la ville s'était portée acquéreur pour justement créer ce poumon, cette respiration, je dirais, en termes de voirie. Et puis, des démolitions aussi, pas que ces 3 immeubles, mais aussi de Plurial, hein, le logeur social en septembre 2019 jusqu'à l'été 2020, qui concernait 108 logements, Benoît l'a dit tout à l'heure. Nous avons à ce jour donc détruit une centaine de logements. Nous avons bien sûr anticipé pour reloger les personnes qui étaient concernées par ces démolitions et nous créerons une trentaine de nouveaux logements. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que la construction de la nouvelle école INEMA, bon ça on en a parlé, a débuté en 2020 et se terminera en début 2022. Et aujourd'hui, il nous reste le fameux aménagement de la voirie et les constructions neuves de Plurial, de 2 immeubles avec du logement et des cellules commerciales. Le tout devra continuer en 2022 et se terminer en 2023. Donc, cet espace de Notre-Dame, on y verra plus clair en 2023, mais pour l'instant, il nous semble, là aussi, sans être trop optimiste, que les choses sont assez bien menées, et là aussi, merci à tous les partenaires qui participent à ce projet, INEMA compris. Je crois que nous allons, comment dirais-je, avoir un nouveau centre-ville, une nouvelle vision de notre centre-ville, en tout cas, de ce côté-là. Merci Martine. Donc, on va passer aux questions. Monsieur et madame, à propos des échanges, des essences, pardon, et des échanges, au niveau des végétaux, on a la liste qui vient d'arriver. Je ne vais pas toutes vous les citer ni vous exprimer mon latin, mais on pourra vous les donner évidemment à la fin de cette soirée. On a déjà des questions qui sont arrivées sur ce sujet sur la plateforme. Je vais vous en poser 2 et puis ensuite on laissera la parole aussi à la salle. Donc nous avons une question de Patricia sur la plateforme. À quand une réflexion complète de la rue de Marne? Et puis dans le même temps, une question anonyme. La démolition des maisons à pans de bois rue de Marne est honteuse. Pourquoi détruisez-vous ainsi le patrimoine chalonnais? Alors, c'est un anonymat assez relatif concernant cette question-là. Ça fait jamais plaisir à personne de détruire des maisons, jamais. Et notamment des maisons à pans de bois. Et donc, ça ne nous fait pas plaisir de détruire ces 3 maisons en question. Simplement, quand on fait un projet de ce type-là, il faut malheureusement, de temps en temps, faire des choses qu'on préférait ne pas faire. Et la rue qu'on voulait percer dans l'îlot Saint-Dominique est une rue qui doit nécessairement être au droit de la rue Récamier. Pour que ça ait du sens, il faut effectivement qu'on puisse partir quelque part des Jarres et qu'on aille jusqu'à la rue Saint-Dominique. C'est ça la logique. Et il se trouve qu'il y avait ces 3 maisons, raison pour lesquelles on a dû abattre ces 3 maisons. Alors je rappelle, deuxième élément essentiel, que ces maisons à pans de bois étaient plutôt jolies, dans un état très dégradé, mais qu'elles n'étaient pas remarquables. Donc il faut aussi faire la nuance dans les choses, et de temps en temps, malheureusement, mais c'est comme ça, il y a un certain nombre de spécialistes de ces questions patrimoniales qui ne font pas toujours dans la nuance. Concernant la rue de la Marne, on a effectivement prévu de refaire la rue de la Marne, très clairement. Je ne reviendrai pas sur le jeu de Marelle qui a été fait rue de la Marne, mais la rue de la Marne, on la refera
une fois qu'on aura fini l'ensemble des travaux. L'affaire maintenant, c'est évidemment prendre le risque de la dégrader très fortement à cause des travaux, et donc ce n'est pas été malin pour la pérennité des travaux qu'on fera à rue de la Marne. Mais oui, une fois qu'on aura fini Saint-Dominique, on attaquera la rue de la Marne et on refera la rue de la Marne, qui est évidemment dans un triste état, comme chacun peut le constater tous les jours, notamment ceux qui passent en vélo, ce qui est mon cas, et effectivement, c'est pas très agréable. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette partie des projets de centre-ville? Alors moi j'en ai. On pourrait J'en ai rajouter, encore des pardonnez-moi, sur l'enseignement supérieur, que INEMA, on ne l'a pas dit, mais c'est important, nous amènera 300 étudiants. C'est pas rien dans une ville moyenne comme la nôtre. C'est parfait que tu parles de ça parce qu'on a une question sur Facebook de Marie-Thérèse qui nous demande si les nouveaux logements seront pour les étudiantes et les étudiants. Et puis nous avons aussi eu une question d'Angélique sur la plateforme qui nous dit « Nous subissons déjà les nuisances des étudiants de l'ENSAM. Avec une école en plus, ne croyez-vous pas qu'il devienne impossible d'avoir des nuits calmes au centre-ville ?» Alors, deux sujets différents. Premier sujet, les nuisances qu'apportent des étudiants. C'est vrai que, en général, on fait un peu plus souvent la fête quand on a 18 ans que quand on en a, comme moi, bientôt 52. C'est une certitude. T'as plus 25 ans, mais t'as plus 18 ans. Donc, c'est une évidence. Et je sais que c'est toujours désagréable pour ceux qui sont en proximité de la place de la République ou de la place Foch de vivre à côté de la place de la République ou de la place Foch parce qu'on anime ces places. De la même façon que les étudiants animent leur quartier. Alors, on peut souhaiter, vouloir, espérer une ville avec très peu d'animation, mais il ne faudra pas nous dire derrière qu'il n'y a plus personne en centre-ville. Et que le centre-ville disparaît, qu'il n'y a plus de commerce, etc., etc. Malheureusement, il faut gérer ces contradictions-là. Et tout notre boulot à nous, c'est d'essayer justement de gérer cet ensemble de contradictions. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui veulent faire la fête, notamment les jeunes, et puis il y a des gens qui n'aiment pas trop la fête parce que ça fait du bruit. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Et nous assumons, nous revendiquons, nous voulons accueillir beaucoup plus d'étudiants à Châlons. Châlons est une ville qui n'a pas assez d'étudiants. Châlons est une ville qui voit une grande partie de ces jeunes de 18 ans partir faire leurs études ailleurs. Et une fois qu'ils sont partis à Lille, à Strasbourg ou à Lyon ou à Paris pour faire leurs études supérieures, ils ne reviennent pas à Châlons. Et donc on perd tous ceux qui ont entre 18 et quasiment 50 ans parce qu'ils reviennent beaucoup plus tard, s'ils reviennent. Et donc il nous faut plus d'étudiants à Châlons. Alors plus d'étudiants à Châlons, c'est évidemment derrière souvent plus de complexité parce qu'il faut des animations pour les jeunes en question, et on les fait. Et donc il faut plus de bars pour qu'ils puissent s'amuser et boire des coups, on pousse à la création de ces bars-là et on va continuer à pousser à l'animation du centre-ville, même si on sait bien que pour certains, ça génère des nuisances, des vrais inconforts. C'est pas juste une blague pour celui qui a une fête au-dessus de chez lui, mais comme tu le disais tout à l'heure, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Donc il faut un peu de nuance par rapport à ça. La deuxième question qui a été posée, c'est sur les logements pour les étudiants. Alors, les travaux que nous avons faits à Saint-Dominique, ce n'est pas des logements. C'est le lieu, c'est le campus de l'école en question. Donc c'est là où il y a les salles de cours, c'est là où il y a les amphithéâtres, et c'est donc un lieu d'études. C'est une école en tant que telle, ce ne sont pas des logements pour les étudiants. On a d'autres sites où les étudiants peuvent se loger. Il y a d'ailleurs des projets de construction de logements étudiants pour les étudiants de l'INEMA, mais pour évidemment l'ensemble des autres étudiants sur le territoire chalonnais. Mais ce n'est pas à Saint-Dominique en tant que tel qu'on va loger les étudiants. Là, c'est le lieu de scolarité. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors, on a une question de Emma sur Facebook qui nous demande si la rue de la Marne sera rendue piétonne
Et de Thierry qui nous dit en même temps, concernant la rue de Marne, les pavés rue de Marne seront-ils recyclés? Alors, première question, est-ce que la rue sera piétonne? Je ne sais pas répondre à cette question à ce stade. Je ne sais pas y répondre tout simplement parce que nous n'avons pas encore commencé à penser le dossier de la rue de la Marne. Et surtout, nous n'avons pas finalisé, c'est ce que tu viens de dire, le plan de déplacement qui va avec. La question se posera. Est-ce qu'il faut piétonniser la rue de la Marne? Et est-ce qu'il faut d'ailleurs piétonniser, parce que la question peut être plus nuancée, tout ou partie de la rue de la Marne? Donc la question sera forcément sur le bureau et on se posera la question. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui si c'est oui ou si c'est non. Je ne sais pas répondre à cette question-là parce qu'il faut qu'on étudie les choses de façon sérieuse, de façon un peu scientifique, même si par principe on peut se dire que piétonniser c'est bien. C'est vrai dans beaucoup de territoires. Dans les territoires où les grandes surfaces de périphérie sont à 6-7 minutes de voiture, enfin, pas en ce moment à cause des travaux, mais normalement sans les travaux sont à moins de 10 minutes, la piétonisation n'a pas toujours des impacts positifs parce que ça peut pousser beaucoup de gens à aller faire leurs courses pas très loin en se disant tant pis pour l'âge. Bon. Donc il faut qu'on étudie tout ça de façon précise. Moi je suis plutôt un adepte de la piétonisation, mais on va étudier les choses de façon sérieuse avant de répondre à cette question-là. Deuxième question sur les pavés, est-ce qu'on les recycle ou pas? J'imagine que oui. Voilà, donc je vois Sandrine Maginot qui fait oui de la tête. Donc oui, on va effectivement, dès lors qu'on refera la rue de la Marne, on recyclera les pavés qu'ils sont. En fait, là, il est en train de lire la réponse, donc oui. Oui, ils seront en fait conservés, mais réutilisés sur un autre site où on a besoin de mettre des pavés. Parce que les pavés en tant que tels n'ont pas de problème. Ce qui a un problème, c'est sous les pavés, et c'est ça qu'il faut complètement refaire, parce que c'est là que ça s'affaisse, probablement parce que ça n'a pas été merveilleusement bien fait il y a 10 ans, parce que je vous rappelle que la rue de la Marne, elle a quoi, 10-12 ans, pas plus, hein. Donc ça n'a peut-être pas été très bien fait à l'époque, peu importe, c'est comme ça. Donc on réutilisera, oui, les pavés. Tu parles de piétonisation. On a une question qui vient de tomber sur Facebook de Célia qui nous demande une question à propos du stationnement en centre-ville pour les salariés au vu des travaux actuels. Alors, quand on a ces travaux en centre-ville, on génère une multitude de difficultés. La difficulté évidemment de circulation et puis la difficulté de stationnement parce que mécaniquement, on enlève un certain nombre de places de stationnement. Quand on regarde et quand on fait les calculs, on a à ce jour enlevé assez peu de places de stationnement liées aux travaux. Et il y a en règle générale suffisamment de place sous le parking du GHV pour ceux qui ont besoin de se garer. Donc en capacité de stationnement, les travaux n'ont pas modifié de façon substantielle la capacité qu'on a à se garer en centre-ville. On peut même dire mieux, si tu le permets. L'existant, c'est 90 places de stationnement. Le projet, c'est 90 places de stationnement. Ça veut dire que par l'effet des travaux, on ne perd aucune place de stationnement, en tout cas en aérien. Oui, sur Notre-Dame. Hein. Oui. Bon. Et puisqu'on parle des deux projets aussi, hein, l'idée aussi, c'est de se rappeler que le stationnement au GHV est quand même relativement encore disponible et pas saturé, loin d'être saturé. Alors évidemment, ça oblige le concitoyen à marcher un petit peu pour garer son véhicule, etc. Mais bon, voilà. Merci Martine. Je vais demander à Émilie de nous rejoindre. Donc Émilie Mottet est en charge des travaux et notamment de la voirie de la circulation. Et donc c'est elle qui en ce moment fout le bordel en ville. Non, je plaisante. Par contre, c'est effectivement Émilie qui va vous parler de la zone 30 qu'on a souhaité installer en centre-ville. Merci, bonsoir à tous.
Donc en effet, depuis le 1er septembre, on a mis en place une expérimentation de zone 30 donc dans le centre-ville, c'est-à-dire à l'intérieur du centre historique. Les limites de la zone 30 correspondent presque exactement à l'ancienne enceinte médiévale. Donc la zone 30 s'implique à l'intérieur des boulevards, ce qui permet d'éviter le centre-ville. Donc la périphérie, les boulevards qui ceinturent en fait la zone 30, le boulevard Victor Hugo, le boulevard Aristide Briand, Vaubécourt, l'avenue de Metz, Émile Zola, rue du Général Ferry, l'avenue de Sainte-Ménéhould, Grand-Île et Léon Blum. Donc ces boulevards sont restés, eux, limités à 50 km/h. Dans cette expérimentation d'une durée de 6 mois, notre objectif, c'est vraiment d'apaiser la circulation et de faire en sorte de favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie. Alors effectivement, en ce moment, c'est pas forcément aisé. Sachant que dans 6 mois, notre objectif, c'est de tenir compte des remontées d'expérience afin de pérenniser la zone 30. On a aussi comme objectif en début d'année de matérialiser davantage en fait la signalétique de cette zone 30 pour que les différents usagers puissent vraiment s'imprégner de ces nouveaux usages. Parce que comme le disait le maire tout à l'heure, la zone 30 en centre-ville implique que toutes les voiries soient en contresens cyclable. Et donc, à la fois les automobilistes n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver nez à nez avec un vélo. Donc, il faut le temps que à la fois les cyclistes, que les automobilistes, que les piétons s'approprient cette nouvelle organisation dans les rues du centre-ville. Également rajouter que cette expérimentation zone 30, elle s'intègre dans une stratégie globale visant à favoriser les aménagements cyclables, la pratique du vélo, que ce soit en centre-ville mais aussi en périphérie. Donc c'est un travail qu'on fait en coordination avec l'agglomération qui a la compétence mobilité. Et donc, depuis un peu plus d'1 an, on a commencé à aménager un certain nombre de rues et de boulevards. Donc, en octobre dernier, on en a fait d'autres depuis l'été. Par exemple, la chaussée du Port. On a fait l'avenue Becquerel, l'avenue Ampère. Et donc, on aura certainement une 3e vague ou séquence. Le mot vague n'est plus trop à la mode en ce moment. On va parler de séquence d'aménagement cyclable. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur la zone 30 dans la salle? On en a déjà eu une petite quasiment tout à l'heure. Madame. Bonsoir. Alors, je suis cycliste en permanence. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc, toute rue à sens unique actuellement à 30, vitesse 30, permet à un cycliste de la remonter à contresens sans souci, même s'il n'y a pas de signalisation. Alors, en effet, le principe en zone 30, c'est que toutes les rues à sens unique peuvent avoir un double sens cyclable. On appelle ça comme ça. Par exception, donc on doit prendre un arrêté, on peut ne pas autoriser le contresens cyclable et ça concerne 4 rues, en fait, qui aujourd'hui ont fait l'objet d'un arrêté. Donc, c'est la rue du Floc-Maty, Jean-Jacques Rousseau, de la Congrégation et la rue de l'Arquebuse, parce qu'on estimait qu'elles étaient trop étroites et du coup que ça pouvait induire un danger trop important, notamment pour les cyclistes, de les prendre en contresens cyclable. Mais du coup, le principe, c'est vraiment le contresens cyclable. Alors, également, la signalisation qui est réglementaire quand on fait une zone 30, c'est mettre des panneaux verticaux en entrée de zone 30 et en fin de zone 30. Mais on considère qu'aujourd'hui, passer en zone 30 nécessite de prendre vraiment de nouvelles habitudes. Donc, on va renforcer la signalétique, notamment au sol, pour bien marquer que les vélos peuvent venir en contresens. Donc, pour alerter à la fois les automobilistes, surtout les automobilistes, que des vélos peuvent arriver en contresens. Donc là, les conditions climatiques ne permettent pas encore de faire du marquage au sol, mais on va le faire dès que possible. Et également, on a commandé un certain nombre de panneaux de signalisation qui visent à renforcer justement la mise en alerte pour sécuriser davantage la pratique des cyclistes. Voilà. Alors, peut-être un point particulier, on s'est fait moquer sur les réseaux sociaux quand on a vu quelques photos où on voyait un début de zone 30 ou une fin de zone 30 et juste derrière un panneau signalétique limitant les vitesses à 30.
En fait, c'est malheureusement pas incohérent, même si ça peut le paraître. Parce qu'un panneau marqué 30, le panneau classique de limitation de vitesse, ne concerne que la limitation de vitesse. Point. C'est juste une interdiction d'aller à plus de 30 km/h dans telle rue. Une zone 30, ça implique d'autres éléments juridiques, et notamment le contresens cycliste. Et donc, malheureusement, et c'est bien normal, nos concitoyens n'ont pas tous ces éléments très techniques, très précis en tête. Preuve en est, et vous avez pleinement raison dans ce que vous évoquez. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on fait une expérimentation, pour voir comment ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on informe des obligations que ça génère, notamment la possibilité à les cyclistes, même s'il n'y a pas de signalétique, de prendre la rue en question à contresens. Voilà. C'est tout ça qu'il faut habituer, sur lequel il faut éduquer, entre guillemets, informer tout simplement ceux qui pratiquent le centre-ville de l'implication que génère cette zone 30. Une question dans la salle. Oui, bonjour. Donc la rue Kellermann, c'est-à-dire le long de l'école Jules Ferry, il y a stationnement des deux côtés. Donc il y a juste la place pour passer en voiture. Donc les cyclistes, c'est les trottoirs. Alors, on a effectivement un problème sur toute une série de modes de déplacement. Le trottoir, c'est fait pour les piétons. C'est fait pour les piétons. Et effectivement, toutes les autres formes de déplacement sont plutôt sur la voirie. Et ce que je dis, c'est pour les vélos, mais c'est valable aussi pour d'autres modes de déplacement, notamment le nouveau du moment qui est la trottinette. C'est très bien d'avoir des trottinettes et on est très content du service qui a été installé sur Châlons. Simplement, effectivement, c'est quelque chose de nouveau sur notre territoire qu'il va falloir, là encore, prendre quelques semaines, quelques mois pour expérimenter et pour réguler l'utilisation de tout ça. Et c'est vrai que la multiplication des types d'usages qu'on a sur nos voiries diverses et variées ou sur nos trottoirs, entre le piéton, le cycliste, le motard, je ne sais pas comment on appelle celui qui est en trottinette, plus la bagnole, ça fait beaucoup d'utilisateurs pour des espaces qui sont relativement contraints. Et c'est vrai que malheureusement, on a beaucoup trop de cyclistes sur les trottoirs, peut-être parce qu'on n'a pas assez de pistes cyclables sécurisées, mais il faut avoir en tête, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait souvent des zones 30 en centre-ville, que dans les périphéries, on a des rues relativement larges. Dans les centres-villes anciens, on est beaucoup plus limité dans la largeur des rues. Et très souvent, on ne peut pas mettre du piéton, du stationnement, du cycle et de la bagnole. Parce qu'on n'a pas la largeur suffisante pour tout mettre. Et donc, on essaie de jouer avec ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des espaces pour tout ça. Alors, on a beaucoup de questions là qui arrivent sur Facebook. Tu parlais de vélo. Nous avons Stéphane qui nous dit « Prévoyez-vous de développer le nombre de stationnements, c'est-à-dire des supports fixes des vélos en ville ?» Oui, donc ça c'est une compétence également de l'agglomération qui avait déjà mis un certain nombre de stationnements de racks à vélo, notamment à Châlons, et qui a fait une nouvelle commande et 60 arceaux vélos vont être prochainement installés dans les rues de Châlons et pas que Châlons, aussi au niveau de l'agglomération. Toujours sur Facebook, nous avons une question de Célia qui nous dit qu'il faut des places de stationnement et des couloirs de bus pour une fluidité de la circulation. Que prévoyez-vous ? Et puis Thierry en même temps qui demande s'il y aura une petite ligne de bus en centre-ville. Alors, on vient de voir avec ces différentes questions, et ça qui est intéressant, qu'il nous faut gérer quelque part cette forme de contradiction. Il faut du vélo, de la bagnole, du bus, du stationnement, etc., etc. Et tout ça en centre-ville, avec des rues pas très larges, c'est vrai que ça cohabite pas toujours très bien et que tout ne peut pas matcher. Raison pour laquelle on a, notamment pour les bus,
effectivement des parcours et des lignes de bus qui sont organisées par la CITAC et qui sont dans ces cas-là prioritaires pour effectivement qu'on essaie de respecter les temps. Donc on a ces lignes de bus qui sont faites pour ça et qu'on privilégie très clairement quelque part à tout le reste, parce qu'il nous faut privilégier le transport en commun, collectif, qui est celui qui est souvent le moins émetteur de gaz à effet de serre, tout simplement parce que sur un petit véhicule, un bus pas très gros, on peut mettre plein de monde et transporter chaque année des centaines de milliers de personnes avec un coût carbone, avec un coût environnemental qui est très largement réduit avec le transport en commun, raison pour laquelle c'est clairement ce qu'on va continuer de privilégier. Et d'ailleurs, on a un très bon réseau à Châlons et un des meilleurs de France en taux de personnes transportées, notamment pour les plus jeunes et pour les lycéens. Il y avait une question sur est-ce qu'on a prévu une petite ligne de bus en centre-ville? Pas à ce stade. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Bonsoir. Alors pour moi qui suis une grande marcheuse, eh bien maintenant je privilégie la chaussée. Je suis plus en sécurité sur la chaussée puisque l'automobiliste il est quand même plus respectueux parce que le trottoir, eh bien je me suis fait, j'ai eu un souci avec une trottinette et vu mon âge maintenant, n'est-ce pas? Eh ben on se fait un petit peu mal quand même quand la trottinette arrive ou le vélo qui arrive. Voilà. Et ça, je voudrais savoir s'il y a des verbalisations parce que vraiment là maintenant on commence à en avoir marre. Voilà. Et pour ce qui est du 30, respect du 30, bon. Eh ben justement, ça recoupe une question qui a été posée par Jean-Claude sur Facebook, qui relève du civisme, c'est-à-dire comment vérifier la vitesse de la zone 30. Alors, avant que tu répondes, un mot d'abord. Le maître mot de tout ça, c'est la responsabilité individuelle des uns et des autres. C'est l'apprentissage de la vie en collectivité. C'est le respect de l'autre et le respect des autres, quel que soit, dans toutes circonstances, ce qu'est l'autre. Et donc, évidemment, la première des choses, c'est que l'automobiliste respecte le piéton, que le piéton respecte le cycliste, que le cycliste respecte tout le monde, et qu'on apprenne à se partager la rue. On ne pourra pas, en centre-ville ni en périphérie, avoir une bande pour les piétons, une bande pour les vélos, une bande pour les trottinettes, une bande pour le stationnement, une bande pour le bus et une bande pour je sais pas quoi. Parce qu'on va nous inventer autre chose, j'imagine, comme mode de transport dans les 5 ans qui viennent. Et donc, on ne pourra pas faire ça. Donc, il faut apprendre à partager l'espace public. Et comme son nom l'indique, l'espace public, c'est pas l'espace privé. Et donc, il faut le partager. Et notre boulot, c'est d'abord et avant tout d'apprendre aux uns et aux autres à partager l'espace public. Et puis ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, eh bien, il faut en tirer les conséquences et verbaliser. Donc en effet, on a mis en place cette expérimentation qui implique des changements importants dans les usages, dans les comportements. Donc ce qu'on a décidé avec mon collègue Marcel en charge de la sécurité, c'est d'avoir 2 mois on va dire, de pédagogie, de sensibilisation. Il y a d'ailleurs eu une campagne de sensibilisation menée par la préfecture en lien avec la police municipale au mois d'octobre. Il va y en avoir d'autres. On a commencé à faire des contrôles, donc c'est sur les derniers jours, pour justement pour que les automobilistes se rendent compte qu'effectivement ils dépassent souvent largement les 30. Et donc, à partir de l'année prochaine, on commencera à verbaliser effectivement les excès de vitesse trop importants et seront aussi verbalisés les vélos qui roulent sur les trottoirs, les trottinettes, de la même façon. Parce que, il ne faut pas non plus focaliser sur les automobilistes qui font des excès de vitesse et qui ne respectent pas. C'est aussi les autres usagers qui doivent respecter, comme dit Benoît, monsieur le maire, les usages de chacun. Alors, l'heure tourne un petit peu, il va falloir avancer. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu de réponse, je pense notamment à Loïc sur Facebook, on vous répondra de façon individuelle. Et de toute façon, il y aura un replay, donc toutes vos questions auront une réponse. Je vous propose de passer au point
le plus rigolo de la soirée, bon courage, les travaux. Alors, merci Clémence d'ambiancer sur les travaux en ce moment. Nous avons effectivement beaucoup de travaux sur l'ensemble de la ville à l'heure où nous parlons. Ces travaux sont liés à un projet essentiel, qui s'appelle le réseau de chaleur. Je vais vous réexpliquer ce qu'est le réseau de chaleur, que d'ailleurs Émilie a inventé dans une vie précédente pour le bénéfice de Châlons. Le réseau de chaleur, c'est quoi? Vous avez à la Veuve une usine d'incinération des déchets. Cette usine d'incinération des déchets produit de la chaleur, mécaniquement, puisqu'on brûle les déchets. Et aujourd'hui, la chaleur qui est dégagée, elle chauffe les petits oiseaux. On perd cette chaleur. L'idée, qui a été apportée par Émilie il y a 7-8 ans, a été de se dire comment on peut récupérer cette chaleur pour alimenter en chaleur l'habitat à Châlons. Et c'est ce qu'on a développé comme projet avec le réseau de chaleur. Autrement dit, on prend un tuyau et on va de la Veuve jusqu'à beaucoup de rues de Châlons pour utiliser cette chaleur et chauffer Châlons. Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est évidemment de supprimer toute une série de techniques de chauffage, de chauffe, qui sont au carbone. Prenons un exemple très concret. Entre la Veuve et Châlons, il y a une commune qui s'appelle Récy. À Récy, il y a une usine de déshydratation de la lucerne. L'uséal. Cette usine de déshydratation de la lucerne, elle déshydrate en chauffant la lucerne en question. Et elle le fait avec quoi? Elle le fait avec de la lignite. Donc du charbon. Il n'y a rien de pire, évidemment, que de brûler du charbon en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, avec ce réseau de chaleur, on va pouvoir utiliser l'été, notamment, la chauffe du réseau de chaleur, enfin de l'usine de la Veuve, pour déshydrater la luzerne et supprimer l'utilisation du charbon. Et donc, c'est effectivement un impact environnemental majeur. Et il en est de même sur l'ensemble du parcours du réseau de chaleur, puisque, après Récy, on tire un autre tuyau, grosso modo, de Récy jusqu'à Châlons. On traverse tout Châlons pour aller jusqu'à la rive gauche. Et avec ça, on va chauffer le PSMM, l'hôpital, la piscine, tous les équipements du département, de la ville, de l'agglomération et le logement de 10 000 Châlonnais. 10 000 Châlonnais. C'est donc considérable comme projet. Mais évidemment, pour amener la chaleur de la Veuve à tout ça, eh ben, il faut des tuyaux. Et pour poser les tuyaux, eh ben, il faut faire un trou dans le sol, poser le tuyau et reboucher. Et effectivement, ben, ça vous fait une quantité industrielle de travaux partout en ville pour effectivement pouvoir poser les tuyaux en question. Au passage, c'est un projet environnemental, c'est aussi un projet économique, puisque c'est un investissement qui est porté par une entreprise qui a gagné une compétition, après un appel d'offres bien sûr, qui va se rémunérer sur la vente de la chaleur qu'elle fait, et évidemment des subventions de l'ADEME, et évidemment une aide des collectivités locales, etc. etc. Ce qui va d'ailleurs permettre aussi de limiter les impacts des évolutions des coûts des énergies. C'est d'actualité. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, il y a eu beaucoup de débats sur l'augmentation du prix du gaz. Là, on maîtrisera le coût de vente de la chaleur pendant 25 ans, je ne dis pas de bêtises, pendant 25 ans. Donc on pourra limiter les impacts en la matière, ce qui est évidemment une très bonne chose, enfin, en tout cas une très grande capacité à limiter les impacts. Donc c'est bon sur le plan économique pour ceux qu'on va chauffer. C'est exceptionnellement bon sur le plan environnemental, parce que ça nous permet de supprimer toutes les énergies fossiles qui est utilisées en les remplaçant par ce réseau de chaleur. Mais c'est bon aussi sur le plan économique,
parce que c'est un investissement au total de... Ça, c'est pour le RCU, mais si on y rajoute le RCE, c'est 12 de plus? Bon, enfin, c'est en gros le réseau de chaleur urbain, donc celui qui chauffe la ville, c'est en gros 45 millions d'euros d'investissement, auquel vous rajoutez le bout de tuyau qui va de la Veuve jusqu'à Récy, et ça, ce sont les entreprises locales qu'Engie a choisies pour faire les travaux. Donc en plus, ça retombe dans l'économie locale. Donc c'est un projet qui a quasiment toutes les vertus. Je dis bien quasiment, parce qu'il a un problème, c'est qu'il faut faire des trous partout pour mettre les tuyaux. Et c'est la raison pour laquelle vous avez en ce moment des trous partout. Alors, il y a une déperdition de chaleur. En fait, elle est connue d'ailleurs. Hein, c'est tous les X mètres, on perd tant de degrés. J'ai plus le calcul en tête. Mais effectivement, entre la chaleur qui est produite à la Veuve et ce qui arrive au bout du tuyau, on sait calculer quelle est la perte. Et donc, c'est tant de degrés par... je ne sais plus le calcul. Hein, bon. Donc, il y a effectivement une perte de chaleur. Mais au bout du bout, on maîtrise le besoin de chaleur en question, on mesure les degrés, entre guillemets, qui sortent des tuyaux pour effectivement délivrer ce dont ont besoin les usagers. Il y a 800 réseaux de chaleur en France. Donc la maîtrise technique des réseaux de chaleur, elle est parfaite. Le nôtre, c'est le premier 100% vert. C'est-à-dire c'est le premier qui, parce que vous pouvez faire un réseau de chaleur, si ce qui fait la chaleur, c'est du charbon, il ne sera pas bon le réseau de chaleur. Hein. Donc le réseau de chaleur en tant que tel n'est pas une preuve qui, sur le plan environnemental, soit satisfaisante. Par contre, nous, on est le premier réseau de chaleur alimenté à 100% par des énergies renouvelables. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Déjà, est-ce que Émilie, tu veux compléter ou... Peut-être pour compléter sur le réseau de chaleur, donc c'est effectivement 32 km de travaux qu'il faut réaliser pour poser ces canalisations, ce qui est énorme. Et donc la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que la place de Verdun et l'avenue Sarail seront libérées mi-décembre. Donc une petite trêve, la trêve des confiseurs, on peut dire ça comme ça. Donc ça facilitera quand même l'accès au centre-ville pour les fêtes notamment. Est-ce que j'enchaîne sur la photographie des travaux? Donc, je reviens pas sur les travaux du centre-ville Notre-Dame et l'îlot des Savoirs que Martine a développé. Un petit point sur les travaux de la gare. Donc, le pôle multimodal en tant que tel a été tracé. Il reste encore des travaux à réaliser devant la gare, enfin sur l'avenue de la Gare et sur la rue des Brasseries. La totalité des travaux du pôle de la gare sera terminée à peu près à l'automne 2022. Printemps? La totalité? D'accord. Bon, printemps 2022. Donc, tant mieux, voilà. Ensuite, sur les travaux qui ont pu occasionner aussi des gênes dans la circulation, les travaux de l'avenue de Sainte-Ménéhould sont quasiment terminés. On a pris un petit peu de retard au niveau des travaux des allées de forêt, mais la partie entre la pénétrante et le Verbeau est quasi terminée. On enchaîne sur l'avenue Leclerc entre le Cirque et la pénétrante à partir de lundi jusqu'à mi-décembre. Là encore, on a décidé de faire une pause pour les congés les fêtes de fin d'année. Et on terminera l'ensemble de ces travaux, donc avenue Leclerc, allée de forêt, début 2022. Les travaux de la pénétrante, qui sont sous la compétence du département, seront quant à eux terminés la semaine du 5 décembre. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de travaux. On a une petite trêve de fin d'année et on recommencera un petit peu. Juste vous dire qu'on a une cartographie qui est accessible depuis le site internet de la ville qui vous permet de voir l'évolution des travaux sur les gros projets, Notre-Dame, la gare, et qu'on travaille à mettre en ligne aussi en temps réel via le site web de la ville les travaux qui auront lieu sur la voirie. Donc en principe l'année prochaine vous aurez vraiment une vision globale en temps réel des travaux qu'on réalise sur l'ensemble de la ville. Alors du coup tu viens de répondre
à une question de Cédric qui avait posé une question sur la plateforme, à savoir combien de temps durent les travaux sur la voirie. Donc, on le renvoie vers le site internet de la ville. Et puis également sur la plateforme, nous avons Anne qui nous dit, je cite, « Impossible de circuler actuellement en voiture. Il y a des travaux partout. Pourquoi tout en même temps? Hier, chez le coiffeur, c'était le sujet de conversation. » Alors, essayons, comme toujours, d'avoir un peu de nuance. Difficile de circuler en ce moment à Châlons, c'est vrai. Impossible, c'est peut-être légèrement excessif. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile que dans le passé. Et c'est vrai que ça va durer un peu parce que ces travaux, ils ne se font pas en 2 minutes. Alors c'est vrai que le reproche qui nous est fait, finalement, c'est pas tant de faire les travaux, tout le monde est globalement d'accord, mais c'est de tout faire en même temps. Alors, on a un problème, c'est qu'on n'a pas toujours le choix sur tout. Si on prend l'exemple du réseau de chaleur, l'entreprise Luséal a une obligation juridique de supprimer son charbon. Sinon, elle a des pénalités à payer tellement lourdes que ça tue la boîte. Et donc, Luséal nous a dit, moi je dois changer de technique de chauffe. Je veux bien prendre votre réseau de chaleur, mais si le réseau de chaleur n'est pas prêt à telle date, je prendrai autre chose. Et donc, on s'est aligné sur l'obligation de calendrier de Luséal. Et donc, les travaux du réseau de chaleur, c'était maintenant ou jamais. Parce que bien évidemment, si on n'avait pas de modèle économique pour tirer le tuyau entre la Veuve et Récy, avec un acheteur à Récy, à ce moment-là, le coût de chauffe, si on devait tirer de la Veuve jusqu'à Châlons et faire payer tout ça par l'usager chalonnais, économiquement parlant, ça ne marchait pas. C'était trop cher pour le faire. Et donc, de ce point de vue-là, l'uséal était indispensable pour faire le projet. Donc, l'uséal et les réseaux de chaleur, pas le choix. Et c'est ça qui est le plus perturbant. Ensuite, on a de temps en temps des micro-problèmes. La PD30, ce n'était pas prévu. Mais il y a un joint... Il y a un joint qui a pété sur la PD30. Et donc, du coup, le département doit remplacer le joint en question. Je ne sais pas quelles sont les conséquences si on ne remplace pas le joint, parce que j'y connais strictement rien, mais il fallait qu'ils interviennent en urgence pour faire le remplacement du joint en question. C'est des travaux qui durent 15 jours, 3 semaines, c'est ça? Donc, ce n'est pas excessivement long, mais c'est vrai que tous les travaux, plus cet axe majeur qu'est la PD30, qui était un axe de déport très important, là, les deux en même temps, vous vous dites, ils sont cinglés. Ben non, il y a malheureusement, enfin si, on peut être cinglé aussi, mais il y a souvent des explications. Ensuite, on a effectivement des travaux très long cours, prévus depuis très longtemps. La gare, ou Notre-Dame-en-Vaux et une partie des travaux du centre-ville. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'embouteillage où tous ces travaux arrivent en même temps et génèrent des embouteillages. On assume, c'est un moment difficile à passer, ça va durer 12 mois avec beaucoup de choses en même temps. J'allais vous dire, c'est comme ça. C'est pas génial, on fait avec. Après, ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus efficace et beaucoup plus environnemental. Alors, on a une question d'Éric sur Facebook qui demande et les travaux à proximité de l'hémicycle, quand seront-ils terminés? Est-ce qu'on a une idée en termes calendaires? Oui, les travaux entre les deux ponts, c'est ça, seront terminés mi-décembre également. Et toujours sur Facebook, nous avons une question de Marie-Thérèse qui concerne le réseau de chaleur. Si vous n'avez pas assez de déchets, comment faites-vous pour chauffer vu la réduction des déchets? Alors, c'est évidemment une question qui est assez souvent revenue sur mais comment on alimente le réseau de chauffe si effectivement on réduit les déchets en question. Alors, évidemment, on a dimensionné l'équipement en question et ce que l'on va utiliser comme déchets pour chauffer de façon à pouvoir avoir un réseau de chaleur efficace et durablement efficace. Premier élément de réponse, ça a été dimensionné comme ça. Deuxième élément de réponse, on est tous évidemment très enthousiastes à l'idée de mieux trier nos déchets.
C'est pas toujours d'une efficacité redoutable, en tout cas pas suffisamment, et donc malheureusement, on risque d'avoir encore pendant un paquet d'années beaucoup de choses à brûler. Et donc, de ce point de vue-là, l'usine d'incinération de la Veuve a encore beaucoup de beaux jours devant elle. Ensuite, troisième élément, il y a toujours, si jamais il y a un problème, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, une capacité à aller chercher des déchets ailleurs pour effectivement pouvoir les brûler là. Mais ça, c'est vraiment peu probable qu'on en ait besoin. Et c'est peu probable qu'on en ait besoin parce qu'on a évidemment prévu des chaufferies complémentaires. Il y a une chaufferie de fait principale, c'est pas une chaufferie, mais ça devient de fait une chaufferie, qui est l'usine d'incinération de la Veuve. Et puis on a des chaufferies secondaires qui peuvent faire de l'appoint. Et ces chaufferies secondaires qui peuvent faire de l'appoint, il y en a 2 si je dis pas de bêtises. 3. J'ai dit une bêtise. Il y en a 3. Elles sont alimentées en gaz, mais en gaz vert, produit avec des méthaniseurs. Donc en gaz renouvelable et non pas en gaz carbone. Et donc c'est ça qui fait un réseau 100% vert. Et donc on a de quoi générer de l'appoint. Et générer de l'appoint notamment quand on a des pics de consommation en hiver. Et surtout, si demain il y a ce type de problème que vous évoquez, à savoir avoir un peu moins de déchets, ces chaufferies-là sont aussi là si besoin est pour prendre des relais et pour apporter des kilowattheures supplémentaires. Alors on a une petite correction à apporter par rapport aux dates pour les travaux de l'hémicycle. Oui, ils seront terminés un peu plus tôt que prévu, puisque les 4 voies sont réouvertes dès lundi. Je pensais à Léon Blum, qui est dans la continuité, qui se terminera vers le 10 décembre. Donc, la rue Jean Jaurès sera libérée dès lundi. On a une question qui concerne toujours le réseau de chaleur sur Facebook, par Jean-Claude. Quels bâtiments pourront bénéficier du réseau de chaleur? Alors, question complexe. Pour l'instant, ce que nous avons fait, c'est qu'on a voulu vérifier économiquement qu'on aurait suffisamment de clients, en tout cas que l'entreprise Chloé, qui est une filiale d'Engie et de la Société Champenoise d'Énergie, la Société Champenoise d'Énergie étant elle-même une filiale de la SEMCHA, Société d'économie mixte de la ville de Châlons que vous connaissez. Donc cette entreprise Chloé, qui construit ce réseau de chaleur-là, a évidemment regardé tous les éléments qu'on évoquait, et notamment les éléments économiques, pour savoir si elle allait suffisamment avoir de clients pour quelque part rentabiliser l'investissement très lourd. 45 millions d'euros, c'est lourd, l'investissement qu'elle réalise. Et donc elle a contacté les grands consommateurs. Et les grands consommateurs, c'est qui? C'est l'hôpital, c'est le PSMM, c'est la région, c'est le département, c'est la ville, et c'est surtout les bailleurs sociaux, ou le bailleur social, puisqu'il n'y en a plus qu'un, enfin il y en a 2 maintenant, Chalonnais. C'est à savoir Nov Habitat. Bon. Et donc c'est eux qui seront principalement les utilisateurs. La question qui nous est souvent posée, c'est est-ce que la petite maison individuelle ou la petite copropriété pourra bénéficier de ça? Alors encore faut-il que le tuyau passe dans la rue. C'est le premier élément. Donc vous pouvez trouver sur le site internet de Chloé le parcours du réseau de chaleur pour savoir s'il passe, grosso modo, devant chez vous ou pas. Et s'il ne passe pas devant chez vous, ne nous demandez pas de faire passer un bout de tuyau devant chez vous, on ne le fera pas. Parce que les coûts sont tels qu'on a dimensionné un réseau et qu'on ne le bougera pas de ce point de vue-là. Et puis deuxième élément, c'est pas parce que le tuyau passe devant chez vous qu'on va pouvoir vous raccorder. Parce que là encore, le raccordement final, il est à la charge, quelque part, du logement. Et là, si vous avez une copro avec 50 logements, c'est peut-être rentable. Si vous avez une maison individuelle ou une copro avec 4 logements, oubliez tout de suite, le coût de raccordement sera tel qu'économiquement parlant, c'est absolument pas rentable. Parce qu'il faut, à ce moment-là, évidemment, qu'on pousse un bout de tuyau, mais le bout de tuyau n'est pas suffisant. Il faut aussi toute une technique pour adopter le système de chauffe de l'immeuble ou de la maison. Et sincèrement, si c'est pour des petits volumes, c'est
économiquement parlant, pas jouable, et donc la réponse sera non. Donc à ce stade, on a prévu tout ce qui est public, on a prévu 10 000 foyers échelonnés, c'est quand même beaucoup. Dans 10 000 habitants ou 10 000 foyers d'ailleurs? 10 000? D'accord. D'accord. Alors, le calcul que vient de préciser celle qui a géré tout ce dossier-là d'ailleurs, sur le plan technique, économique et financier, c'est que le réseau de chaleur va faire l'équivalent de 10 000 logements. Donc c'est quand même considérable, évidemment, comme truc. Ça ne veut pas dire qu'on va se brancher sur 10 000 logements, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est le volume énergétique correspond à 10 000 logements. Ce qui est beaucoup, hein, c'est 10 000 logements, c'est énorme. Hein. Il faut avoir en tête que Châlons, c'est 50 000 habitants. 50 000 habitants, ça ne veut pas dire 50 000 logements. Hein. 50 000, ça veut dire 21 ou 22 000 logements. Pour voir les équivalences, hein, donc c'est vraiment énorme. Une question dans la salle, et après Vallée-Saint-Pierre. Les calories pour l'eau chaude sur l'uséal vont représenter combien de tonnes de charbon? Alors, est-ce que Sandrine Maginot, la directrice générale adjointe, a la réponse à la question de la ville et de l'agglomération, a la réponse à la question? Non. On vous répondra, promis, par écrit. Toutes les réponses seront dans le replay de toute Voilà, façon. toutes les réponses seront dans le replay, donc vous la trouverez dans le replay. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer. On râle pour les travaux, c'est vrai, mais habitant non loin de la place de Verdun, s'il vous plaît, remerciez l'entreprise Chloé de nous distribuer les documents pour savoir du jour au lendemain où on doit passer, parce que là, c'était en régulier et vraiment, c'était très bien fait. Voilà. Bah parfait, tant mieux. À défaut, effectivement, les travaux, c'est toujours embêtant. Mais si au moins on a l'information de ce qui se passe, eh ben, on est un peu moins énervé et au moins on a l'info, ça dure tant de temps. Voilà. Donc c'est évidemment indispensable de bien informer sur tout ça. Et merci d'avoir remercié Chloé. On passe à la Vallée-Saint-Pierre. Merci, merci Émilie. Alors, Vallée-Saint-Pierre, vous connaissez tous évidemment le quartier. Il y a des habitants de la Vallée-Saint-Pierre qui sont avec nous dans la salle là? Quelques-uns, parfait. Alors, sur la Vallée-Saint-Pierre, 2-3 informations sur l'actualité de ce que nous faisons sur le Centre-Père, sur la Vallée-Saint-Pierre, pardon. Alors, première chose, on a des travaux qui ont été faits au centre social et culturel de la Vallée-Saint-Pierre, avec notamment le hall d'accueil, les salles petite enfance qui viennent d'être refaites, rénovées complètement, et puis la salle du contrepoint, qui est la salle de spectacle, hein, que vous connaissez les uns et les autres, sur laquelle on a refait le parquet, les peintures et toute la régie de la salle. Et je peux vous dire d'ailleurs qu'il y aura un concert le 19 mars prochain qui sera le premier concert de réouverture de la salle du contrepoint. On a été interpellé par l'association Agir pour la Vallée-Saint-Pierre d'un problème d'entretien des espaces verts. Et donc, on a pris contact avec l'entreprise qui est en charge de l'entretien des espaces verts en question pour qu'on ait une qualité de finition qui soit beaucoup plus satisfaisante que celle qu'on avait jusqu'alors. Et donc, je voulais évidemment profiter de l'occasion pour remercier l'association de sa vigilance sur ce sujet-là. Et il ne faut évidemment pas hésiter pour les habitants du quartier à nous faire remonter en direct ou via l'association en question l'ensemble des dégradations de prestations que l'on pourrait avoir, notamment sur les espaces verts. Troisième élément que je voulais évoquer, c'est la réflexion qui est en cours sur l'avenue de Sainte-Menehould et notamment le pont qui est au bout de l'avenue de Sainte-Menehould. L'avenue elle-même vient d'être en partie rénovée sur 400 mètres, avec un coût grosso modo de
de 400 000 euros. On fera en 2022 la partie de l'avenue qui est impactée par le réseau de chaleur. Et donc on fera ça, et évidemment en même temps, on ne va pas faire les trous deux fois. Mais il y a un point noir qui est assez compliqué à traiter, qui est le pont, qui est au début de l'avenue en question. Et ce pont, il y a un questionnement. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, ce pont n'a plus l'usage de pont en tant que tel. C'est un lieu où ce sont les véhicules poids lourds. Enfin, c'est un lieu pour passer le permis, enfin pour s'entraîner à passer le permis véhicule lourd. Bon, il est utilisé pour ça. Est-ce que c'est son usage? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, il y a un questionnement de se dire, est-ce qu'on garde ce pont? Est-ce qu'on le rase? Est-ce qu'on le réhabilite? C'est pas si simple que ça, parce qu'il y a toute une série de tuyaux qui passent sous le pont. Et donc, si on détruit le pont, il faut enterrer les tuyaux d'une façon ou d'une autre, parce qu'il faut bien qu'ils traversent. Donc, c'est évidemment des trucs un peu plus complexes que ça. Mais effectivement, en tout cas, il y a un questionnement qui n'est pas encore tranché sur l'avenir du pont qui est au bout de l'avenue de Sainte-Menehould. Voilà rapidement les sujets que je souhaitais évoquer sur les informations que je souhaitais plutôt vous donner sur la vallée Saint-Pierre, sur ces 3 gros blocs de travaux, l'avenue de Sainte-Menehould en tant que telle, le pont évidemment au bout, et puis le CSC qui a fait l'objet d'un certain nombre de travaux. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la VSP. Est-ce qu'il y a des questions sur le quartier Vallée Saint-Pierre? J'en profite pour saluer Marie-Thérèse sur Facebook qui nous demande quand une rencontre de quartier pour la Vallée Saint-Pierre aura lieu. Et bienvenue Marie-Thérèse. Voilà, on y est, c'est aujourd'hui. Et donc Marie-Thérèse, si vous nous écoutez encore et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le site, sur Facebook. Bonsoir. Donc, je fais partie de l'association Agir pour la Vallée Saint-Pierre. Nous avons sollicité à maintes reprises des rendez-vous avec les responsables espaces verts, entretien, voirie, etc. Et nous n'avons pas obtenu de rendez-vous, alors que nous obtenions ces rendez-vous très facilement précédemment. Et là, dans les 3 points que vous avez évoqués, il y en a un 4e qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on ne voit pas arriver, c'est l'aire de covoiturage qui devait avoir lieu, n'est-ce pas, Monsieur Guillemot, au carrefour du Moulin-Picot. Là, c'était un projet qui était quasiment abouti, et là, maintenant, il ne se passe plus rien. Et les voitures continuent à stationner un petit peu n'importe où. Et vraiment, cette aire de covoiturage, elle est nécessaire. Donc voilà, les différents points, l'échange, là, vous parlez de démocratie participative, là je suis désolée, mais on ne la retrouve pas du tout. La démocratie participative, c'est un mot qui est, pour nous, qu'on ne retrouve pas. Juste pour rebondir sur votre question, madame, nous avons eu une question de Nicolas qui habite justement avenue de Sainte-Menehould sur la plateforme et qui nous demande pourquoi avoir fait des travaux à minima en intégrant le stationnement aux arbres existants plutôt que de reprendre totalement les trottoirs. Alors, d'autres questions? Il n'y en a pas d'autres sur les réseaux? Non. Alors, sur les points que vous avez évoqués. Les espaces verts et le rendez-vous que vous avez demandé, on va, dans la foulée de la réunion, aller à la petite borne qui est là pour effectivement demander le rendez-vous en question, que vous avez déjà demandé, j'en doute pas un seul instant, pour qu'on puisse effectivement vous recevoir. J'ai précisé tout à l'heure que suite à vos interpellations, je l'ai précisé avant votre question, on avait nous-mêmes interpellé l'entreprise qui fait la gestion des espaces verts. Donc, je ne sais pas si vous avez été reçu, mais en tout cas, votre question nous est bien remontée puisqu'on l'a déjà quelque part pré-traitée. Juste, je fais ce petit rappel parce que j'entends bien qu'il n'y a pas de démocratie participative, mais c'est justement ce qu'on est en train de faire ce soir. Et je ne vais pas vous dire que ça marchera tout le temps merveilleusement bien et qu'on répondra
toujours 100% à vos questions et qu'on dira oui à toutes vos demandes. Parce que la démocratie participative, c'est pas de dire oui à toutes vos demandes, mais c'est par contre écouter toutes vos questions et échanger ensemble sur vos trucs. Mais c'est pas parce que vous allez proposer quelque chose que par principe, on dirait oui. Ça, c'est pas de la démocratie participative. Donc, essayons là encore, c'est toujours mieux, hein, dans nos propos les uns et les autres, d'avoir un tout petit peu de nuance, tout petit peu d'équilibre dans les propos, parce que ça sert à rien, me semble-t-il, de s'envoyer les « et ça marche pas, et il faut pas, etc. etc. » C'est pas indispensable. C'est toujours mieux quand on se parle gentiment, naturellement, sainement, les uns aux autres. Deuxième élément, sur l'ère de covoiturage, alors j'ai vu qu'il y avait un élément de réponse. Donc il y avait effectivement un point qui avait été négocié avec le département pour réaliser un parking de covoiturage, 5-6 voitures qui étaient prévues, en déplaçant la barrière d'accès du dépôt de matériaux, qui a été un lieu longtemps occupé par le regroupement des Gilets jaunes. Et donc la direction départementale a fermé cet espace-là le temps que les Gilets jaunes, entre guillemets, se terminent. Et donc les crédits de l'agglomération pour financer cette opération n'ont pas été reportés pour cette raison-là en 2022. Et donc on verra avec l'agglomération si on peut réinscrire ces budgets-là pour effectivement réaliser l'aire de covoiturage. Mais l'aire de covoiturage qui était prévue est utilisée à d'autres finalités par les Gilets jaunes que j'évoquais tout à l'heure, raison pour laquelle on n'a pas fait les travaux au moment où c'était prévu, mais au contraire, on a fermé le site pour cette raison-là. Mais on va de nouveau re-regarder une fois que ces questions-là se poseront plus. Voilà les éléments de réponse que je peux vous fournir sur ce dossier-là. Et il me semble que notre conseiller municipal délégué en charge de la voirie, Paul Odias, s'est rendu sur place plusieurs fois et a fait des tours de quartier avec vous. Donc, c'est déjà bien une fois. C'est déjà bien. Et puis, vous rappelez aussi que contrairement à ce qui a pu circuler dans les boîtes aux lettres, le numérique ne remplace pas et ne remplacera jamais le présentiel. Même si le numérique permet aussi à des personnes qui ne pourraient pas être présentes ce soir avec nous physiquement de participer également à la réunion et de pouvoir également poser leurs questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur ? Cyril ? Attendez une seconde, si vous le voulez bien, pour que les autres qui sont en numérique puissent profiter de votre question via le micro. Alors, ça concerne la circulation des camions sur les allées Paul Doumer, avenue de Metz. J'ai sous les yeux le courrier que vous nous aviez envoyé, donc la lettre aux riverains de mars 2020. La première question, c'est qui porte sur la question de savoir si les financements sont réunis, mais j'imagine que les 100 millions, ça va être non. L'avant-dernier paragraphe mentionnait le point suivant. Si le bouclage du périphérique n'était pas retenu, ce qui, je pense, est le cas, il faudrait alors mettre en place une solution pour arrêter réellement la circulation de transit dans l'avenue de Metz, en utilisant notamment les techniques de vidéo de verbalisation des camions qui passent et en renforçant les contrôles de police sur cet axe. Où en est-on sur ce dossier qui est quand même extrêmement lourd pour les riverains? Il y en a quelques-uns ici, on n'est pas très nombreux, mais la plupart des gens sont d'accord là-dessus. Vous connaissez la nature des nuisances en question, sonores, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer sans forcément construire la fameuse déviation, etc. etc. Enfin, qu'est-ce qui est envisagé et envisageable rapidement? Alors, du coup, la question nous est revenue sur la plateforme. S'il n'y a pas d'autres questions sur la vallée Saint-Pierre ou sur le centre-ville, je vous propose, monsieur. Je peux poursuivre dans ma filière de ce qui a été dit. Attendez, juste un point. Ce que je vous propose, c'est que, est-ce qu'il y a d'autres éléments sur la vallée Saint-Pierre, puisqu'on avait ouvert le dossier vallée Saint-Pierre avant d'avoir d'autres questions qui ne concernent pas la vallée Saint-Pierre. Et évidemment, on va y répondre, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la vallée Saint-Pierre? Soit physique, soit numérique. En physique, il y en a une, semble-t-il. En physique, oui. Nous avions saisi, merci, la notion de démocratie participative. Et évidemment, il ne s'agit pas de oui-oui. Je pense que nos échanges durant ces dernières années avec les précédents élus ont attesté qu'on était bien dans ce sens-là, d'une part.
que d'autre part, au niveau du bulletin, on n'a pas dit que ça allait remplacer le numérique, etc. On a dit qu'en partie, parce qu'en partie, effectivement, nous, on côtoie tous les jours, autant que faire se peut, nos voisins de quartier, etc. Et un certain nombre de personnes forcément âgés ou autres qui avaient l'habitude de se déplacer dans leur quartier le feront moins facilement ici. C'est en aucun cas un reproche, hein, c'était pas ce qu'on voulait dire. C'était simplement dire qu'effectivement, pour partie, le numérique remplace, dans certains cas, le présentiel qu'on n'aura plus directement au pied de l'immeuble. Voilà. C'est pas un reproche, encore une fois, c'était juste une constatation. Et par ailleurs, une toute petite parenthèse, nous avons été aussi interpellés par des riverains de l'avenue de Sainte-Menou, qui se sont trouvés un petit peu en difficulté par rapport aux places de stationnement, donc les fameuses qui se calent entre les arbres. Et pour exemple, tout bête, hein, 2 places de stationnement devant 4 maisons, ça pose un certain nombre de petits soucis. Alors voilà, encore une fois, c'est des choses qu'on vous fait remonter, parce qu'il n'est jamais question d'être belliqueux, hein, mais simplement de vous dire ce qui nous revient nous. Voilà, là typiquement c'est un souci. Et parce qu'on parlait de démocratie participative, peut-être auriez-vous pu interpeller les gens et savoir ce qu'il était possible de faire. En tout cas, voilà, faire quelque chose qui ne s'impose pas à eux de but en blanc. Là, aujourd'hui, 4 maisons de place, enfin, voilà, c'est un exemple tout bête, mais on est avenue Sainte-Menou, on n'est pas dans un petit quartier où on peut aller se mettre dans une rue adjacente ou autre, sans vous dire que voilà, les créneaux à 12h30, avenue Sainte-Menou, enfin bon, voilà, faut vous y prendre bien et du premier coup, hein, parce que un petit peu de circulation. Mais voilà, typiquement, dans le cadre de la démocratie participative que vous défendez, peut-être aurait-il été bien de vous adresser à ce moment-là aux personnes qui sont sur place, quoi. Écoutez, on va regarder, puisqu'en général, quand on fait des travaux dans une rue, la première des choses qu'on fait, c'est de contacter les riverains pour regarder comment on va faire les travaux avec eux. Et ça, c'est pas quelque chose qui a été inventé dans le cadre de la démocratie participative, ça fait des siècles qu'on le fait, des siècles peut-être pas, mais ça fait un paquet de temps qu'on le fait, et que l'ensemble des collectivités locales, lorsqu'on fait des travaux dans une rue, évidemment, la première des choses, c'est de contacter les riverains de la rue pour leur présenter les éléments. Peut-être qu'il y a eu un bug et que ça n'a pas été fait, hein, et si c'est le cas, on en est désolé, mais c'est tout le temps fait. De l'intérêt du numérique, c'est vrai que c'est compliqué, tout ça. Nous avons, à l'heure où nous parlons, une quarantaine de personnes dans la salle. Il y en a 140 qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On fait donc ce soir, quelque part, 180 personnes qui participent à la réunion. Vous avez probablement fait comme moi des réunions de quartier. Dans une réunion de quartier, traditionnellement, on est combien? 10, 15, 20, et quand on est 40, c'est le jour de la galette des rois, et on est heureux. Là, ce soir, on est 180 personnes. Donc il faut qu'on arrive à trouver ces équilibres-là. Il est hors de question, là encore, il faut de la nuance. Il est hors de question de passer au tout numérique. Ce serait stupide, parce que ces contacts humains, ces regards qu'on partage, on en a besoin les uns et les autres. Mais offrir aussi la possibilité à ceux qui doivent être avec leurs enfants, qui n'ont pas forcément le temps de venir, pas la possibilité de venir pour différentes raisons, parce qu'elles sont trop âgées ou parce qu'il y a des enfants en bas âge, ou peu importe les raisons d'ailleurs pour lesquelles ces personnes ne peuvent pas venir, pouvoir leur permettre de nous suivre et de poser quand même des questions, c'est, nous semble-t-il, une bonne chose. Si on clôt le dossier, entre guillemets, Vallée-Saint-Pierre, la partie Vallée-Saint-Pierre de notre réunion, je reviens aux questions sur l'avenue de Metz, et du coup, on vous repasse, Monsieur Dalle, le micro. Oui, je suis un petit peu aphone, excusez-moi. Bon, dans la foulée de ce qui vient d'être demandé par mon collègue riverain de l'avenue de notre avenue, je reviens vers vous et j'ai vu un certain nombre de personnes aux alentours de ces allées Paul Doumer, et j'ai essayé de vous faire un petit peu la synthèse de ce que j'ai entendu. Alors, je reviens vers vous à propos de la pénétrante urbaine à 4 voies, qui concerne environ 700 riverains, je pense, rétablis sur 4 allées, rues et avenues, qui vont du Moulin-Picot à la Côte de Troyes. Elle a été créée, je m'en rappelle parce que j'étais là à cette époque, créée en 1970. Son trafic urbain n'a fait que s'accroître et a conduit à une révolte des riverains menée par la création d'une association aujourd'hui dissoute en 2000, 4 ans après sa formation. Le compromis via le préfet de Champagne-Ardenne concernant le transit des camions, de poids lourds essentiellement, supérieurs à 14 tonnes, fut signé. Cet arrêté d'octobre 2001
avec verbalisation des camions en infraction n'a jamais été appliqué dans le temps. Et aujourd'hui, les contrôles des camions par la police nationale ou municipale restent l'exception. De plus, le montant de l'amende est non dissuasif. Qui gère la pénétrante? Alors, les riverains m'ont dit, on s'est renseigné, la direction départementale des territoires ne gère plus depuis 15 ans. Le département, c'est ce qu'on lui aura dit, hein, le département gestion des routes renvoie la gestion à la mairie puisque la route est intramuros. Alors ça, je n'en sais rien. Question. Quel devenir pour cette pénétrante urbaine? Nous sommes la seule ville de préfecture en France à avoir une telle nuisance. Toutes les autres ont réglé cette question. Ce n'est pas très attractif pour la ville qui peut mieux faire. Comment voyez-vous l'avenir? Une reprise des contrôles verbalisés journaliers? Des amendes significatives aux contrevenants? Avons-nous le personnel pour le faire? Une extourne de tous les poids lourds via la mise en place du deuxième tronçon prévu qui n'est pas financé à ce jour et qui mettra au mieux une dizaine d'années, on le sait. Ces 1000 camions poids lourds qui circulent dans les deux sens avec des pics horaires, et là je l'ai vérifié parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, de 150 à 200, entre 9h et 10h le matin, de 13h à 14h et de 16h à 17h. De plus, il existe depuis une circulation de nuit, et ça c'est nouveau, a priori, qui était interdite. À ce jour, la colère des riverains grandit, je l'ai senti comme telle du moins, ne supportant plus les nuisances auditives et respiratoires, l'inhalation continue des gaz toxiques à l'heure dite écologique ou verte. Bravo pour les plantations urbaines, mais ne gâchons pas par ce couloir hautement dangereux qui touchera inéluctablement les riverains, souvent les plus âgés, les malades ou handicapés, ça j'en connais un certain nombre dans l'avenue, qui ont des soins à domicile en continu. Cette route ne doit plus être qualifiée d'urbaine, éventuellement, et s'il existe une taxe foncière de plus pour certains, doit-elle toujours exister dans une zone dite à péril? On a modifié alors un dernier point qu'on m'a signalé, les feux tricolores, rue Bichat et rue de Terline, et c'est depuis cet été parce que je ne m'en étais pas aperçu. Et pourquoi pas les laisser en continu avec un passage au feu rouge lorsqu'une voiture se présente en sortie simplement de la rue de Terline, comme cela était auparavant. Cela protégerait les émissions, des gaz toxiques, les riverains et les promeneurs. Et c'est ainsi que ça se passait auparavant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. C'est dans le cadre de la promotion de l'écologie. Merci bien. Alors, deux questions sur un sujet excessivement complexe. En fait, le sujet techniquement, il est simple, mais les solutions sont très complexes. Est-ce qu'on peut accepter que les allées Paul Doumer soient le lieu de passage principal des camions sur le territoire chalonnais qui n'utilisent pas l'autoroute pour contourner Châlons? Parce qu'en gros, le débat, c'est celui-là. Hein. Ils ont l'autoroute, ils ne veulent pas payer l'autoroute, donc ils n'utilisent pas l'autoroute et ils passent au milieu de Châlons. C'est ça le débat. Bon. Et ce débat, vous l'avez noté tous les deux, il ne date pas d'il y a 3 semaines. Non. La solution que nous avions envisagée, il y a des années maintenant, c'était la solution de ce qu'on a appelé le boulevard périphérique chalonnais, sur lesquels des premiers tronçons ont été faits, et sur lequel le tronçon le plus compliqué reste à réaliser, c'est le passage des voies de chemin de fer, le passage au-dessus de la Marne. Bon. Et là, ça nous permettrait de rejoindre la 44, et donc effectivement à ce moment-là, de proposer un itinéraire alternatif à l'autoroute et alternatif au passage au milieu de Châlons pour les camions qui ne veulent pas payer l'autoroute en question. Bon. Et donc on réglerait une très grande partie du problème d'avenue de Metz à Paul Doumer. Bon. Est-ce que ce périphérique se fera? Je n'en sais rien. Et on vous répondra, j'espère, dans les 3 ou 4 mois qui viennent. Quand Jacques Gesson est arrivé à la présidence de l'agglomération, il a commandé une dernière salve d'études.
Et on va ensuite, dans les mois qui viennent, elle devrait arriver, si je ne dis pas de bêtises, d'ici la fin de l'année, le résultat de l'étude. Et une fois qu'on aura cette dernière étude qui va rechiffrer le coût de construction du périphérique en question, en tout cas de la dernière phase, on pourra arbitrer de façon officielle ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Parce que là, on tourne en rond depuis 10 ans. On fait pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est bien, c'est pas bien, etc. Il y a un moment, il faut trancher. Et il faut trancher sur, ça coûte tant, on a les moyens de faire, ou on n'a pas les moyens de faire. Donc le premier sujet, c'est de trancher sur on fera ou pas on fera pas le périphérique. Bon. Et je me prononcerai pas ce soir, parce que tant qu'on n'a pas les chiffres, je ne suis pas capable de vous dire. Voilà. Donc premier sujet, c'est celui-là. Bon. Simplement, il nous faut envisager évidemment, imaginer le plan B. Si le plan A, on fait le périph' marche, le problème n'est pas réglé tout de suite, parce que ça va se faire en 3 jours, donc il faudra des mesures entre-temps. Mais si on ne fait pas le périphérique et qu'on décide et qu'on assume et qu'on revendique, on ne fera pas le périphérique pour telle et telle raison, ben à ce moment-là, il faudra évidemment trouver des solutions définitives pour éradiquer les nuisances en question. Et ce qu'on vous écrivait dans le courrier que vous citiez tout à l'heure, et qu'il faudra avoir en tête, c'est que il nous faudra supprimer les camions de transit. Parce qu'on continuera à avoir besoin de la desserte locale pour alimenter les magasins de Châlons sur lesquels il faudra bien laisser des camions qui passent à cet endroit-là. Donc il faut vraiment être précis, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait marqué de transit. Or aujourd'hui, on a du transit sur ces territoires-là et c'est ça qu'il faudra interdire. Comment on fera ? Il y a différentes techniques possibles. Il y a la bonne vieille technique qui est de se dire, il faudra mettre tous les jours la police municipale qui rabalise. Alors contrairement à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, la police municipale fait pas mal de contrôles. Depuis le début de l'année, pour être précis, il y en a eu 597. 597 contrôles qui ont été faits de camions. Parce qu'il y a des camions qui, aujourd'hui, ont le droit de passer et d'autres qui n'ont pas le droit de passer. Il y a eu 597 contrôles. Je ne sais pas vous dire, je n'ai pas le détail de où est-ce qu'ils ont été faits, devant le 38 ou devant le 42 bis de l'avenue en question. Je ne sais pas vous répondre. On pourra, si vous le souhaitez, vous donner le détail de tout ça. Mais 597 ont été faits pour voir si l'arrêté que vous évoquiez est respecté ou pas respecté, et donc si on est en transit ou pas en transit. Mais ça, il faudra le systématiser pour effectivement limiter l'impact de ça. On verra s'il y a d'autres techniques qu'on pourra utiliser, notamment la reconnaissance électronique par caméra des plaques. C'est une bonne chose pour verbaliser, mais ça ne permet peut-être pas de répondre à la question transit, pas transit. Donc bon, tout ça c'est de la technique, ça se regarde, mais la question sera simple. Si on décide de ne pas faire, il faudra être beaucoup plus dur sur le transit en question pour interdire le transit et dire attention, si vous passez, vous aurez une contredanse à chaque fois. Et ça, il faudra effectivement qu'on le fasse sur un temps relativement long, puis à piqûre régulière, parce que si évidemment on le fait pendant 6 mois et qu'on le fait plus, les camions reviendront aussi secs. Donc il faudra effectivement systématiser quelque chose pour régler ce problème-là, si on décide, je dis bien si on décide, de ne pas le faire le boulevard périphérique. Voilà à peu près le schéma tel qu'il se dessine. La première des choses pour moi, et on partage cette analyse-là avec évidemment le président de l'agglomération, c'est qu'il faut qu'on sorte du serpent de mer du boulevard périphérique. On en parle, chacun a des points de vue différents. Certains sont très favorables à ce boulevard périphérique. C'est le cas de Jean-Louis Deveau, conseiller départemental, adjoint au maire de Châlons, ici présent. C'est pas forcément mon cas. Je suis pas très favorable au boulevard périphérique. On a ce point de désaccord qui traverse notre municipalité. Heureusement d'ailleurs, on n'est pas d'accord sur tout. On a certains points de désaccord sur un certain nombre de sujets. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est trancher. Parce que ces désaccords que j'ai eus pendant très longtemps avec Bruno Bourbrock, sur ce sujet-là, quand lui était président de l'agglo et moi maire de Châlons, on avait ce désaccord entre nous. Mais du coup, on n'a pas pris de décision. Maintenant, il faut qu'on prenne une décision.
positive, négative, mais il faut qu'on la prenne. Il faut qu'on l'assume et qu'on la revendique devant vous. On ne la prend pas en catimini sans rien dire, on prend, on assume publiquement, nous ne ferons pas le boulevard périphérique, ou on assume publiquement, on fera ce boulevard périphérique, mais il faut l'assumer. Et si c'est un soit ou l'autre, il faut évidemment en tirer les conséquences pour régler quand même le problème de l'avenue en question. C'est à peu près ça l'articulation que nous avons en tête. Et moi, je vais assumer de te couper parce que nous n'avons plus le temps. Donc, pour celles et ceux qui ont encore des questions, vous pouvez évidemment les poser sur la plateforme GRC ou dans le replay du live dans les commentaires Facebook, on y répondra. Je tiens à vous remercier d'être venus ce soir, de vous être déplacés, et puis pour celles et ceux qui nous ont suivis sur le live. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver le replay de la réunion la semaine prochaine sur le site internet de la ville, ainsi que les différentes réponses, réponses aux questions. N'hésitez pas, tout au long de l'année, évidemment, vous pouvez poser vos questions sur la plateforme Relations Citoyens. J'espère que cette rencontre de quartier, nouvelle formule, aura répondu à vos attentes. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le 25 février à 19h pour le quartier Rive-Gauche. Je passe la parole au maire pour conclure. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. J'espère effectivement moi aussi que cette nouvelle formule vous aura séduit et on se retrouve Rive-Gauche en février. Bonne soirée à toutes et à tous.